Maintenant la parole à Mme la députée de Lapinière. Merci, Monsieur le Président. Alors, en fait, je vais revenir sur certaines questions. Donc, merci pour la réponse au sujet des gériatres répondants en lien avec la politique pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer et d'autres troubles neurocognitifs. On sait qu'évidemment qu'il y en a déjà des gériatres répondants puisque les projets pilotes existent depuis un certain temps. Alors, étant donné que, comme la ministre l'a dit, il n'y a pas suffisamment de gériatres au Québec et qu'il faudrait en former plus, mais qu'évidemment, ça prend du temps avant de former ces personnes. Est-ce que la question que je posais au sujet des projets qui devaient de gériatres répondants, je pense qu'ils sont d'autant plus pertinent qu'il y a moins, il n'y a pas suffisamment de gériatres. Donc, est-ce que les sommes qui étaient confiées par l'IPAM pour ces projets-là, est-ce que c'est reconduit ou est-ce que on y a mis fin? Deuxième question au sujet des CLSC. Pourquoi le fait de rendre les CLSC porte d'accès pour tous les services pour les aînés, pourquoi ça a été reporté puisque la ministre avait annoncé que les projets pilotes avaient été concluants? Et aussi pour le chèque emploi-service qui a été rebaptisé allocation autonomie à domicile, puisque ça porte maintenant le nom d'allocation. Est-ce que les personnes qui s'en servent demeurent employeurs comme c'était le cas dans le chèque emploi-service, ou est-ce qu'on a enlevé ce fardeau-là aux proches aidants ou aux personnes elles-mêmes? Parce que rappelons-nous que le chèque emploi-service, à l'époque, avait été créé pour les personnes en situation de handicap qui étaient adultes tout à fait lucides et qui voulaient choisir qui allait leur offrir des services et que le programme a été élargi et d'autres personnes s'en sont servies, mais des personnes proches aidantes ou des personnes qui sont elles-mêmes les employeurs parce que utilisateurs du chèque emploi-service et puis qu'elles sont malades ou vulnérables, c'est un fardeau pour ces personnes-là. Alors, est-ce que ça a été changé, cet aspect-là, dans l'allocation autonomie à domicile? Et j'aimerais savoir, la question que je posais à la fin du dernier bloc, est-ce que le ministère de la Santé s'est assis avec Revenu Québec pour clarifier qu'il s'agit d'une allocation qui ne viendra pas toucher le crédit d'impôt aux personnes proches aidantes, parce qu'il faut savoir que la définition de personnes proches aidantes qu'utilise Revenu Québec est beaucoup plus restrictive que la définition de personnes proches aidantes dans la politique. Alors, ce que vous et moi, Monsieur le Président, reconnaissons comme une personne proche aidante n'est pas nécessairement considérée personne proche aidante par Revenu Québec. Et les critères, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis pour ce crédit-là, ce crédit d'impôt pour personnes proches aidantes, mais peu de personnes peuvent s'en servir. Une personne de 70 ans et plus qui est proche aidante de son conjoint avec qui elle habite, elle n'y a pas droit. Une personne qui s'occupe d'un parent, mais qui ne cohabite pas avec son parent, n'y a pas droit. Et puis, il faut que la personne s'occupe de sa personne aidée pendant au moins 183 jours dans l'année pour avoir le crédit d'impôt. Alors, c'est très restrictif. Il faudrait pas que l'allocation autonomie à domicile, qui se veut aidante, vienne faire perdre ce crédit d'impôt-là. Ça, c'est vraiment une inquiétude. Alors, j'aimerais que si ça n'a pas été fait, que c'est pas clarifié, qu'il n'y a pas quelque part où c'est écrit pour les citoyens noir sur blanc que ça n'affecte pas le crédit pour personnes proches aidantes, que la démarche soit faite et soit communiquée, qu'il y ait un engagement à cet égard-là. Si je reviens pour les quelques secondes qui restent dans le bloc aux gériatres répondants, on a parlé des personnes en perte neurocognitive et tout ça, puis j'aimerais
parler aussi d'un cas qui avait été d'une dame de 68 ans, en fait, qui était tombée au sol parce que la sangle du lève-personne était mal fixée. Sa tête a frappé le sommier. En tout cas, bon, elle avait une vertèbre avait une fracture aiguë à une vertèbre, puis elle a pas été suivie pour ça. Un gériatre répondant aurait peut-être pu aider. Madame la ministre. Oui, Monsieur le Président, je veux revenir sur le volet du gériatre répondant. J'en ai parlé tantôt, puis effectivement, c'est une catégorie de médecins spécialistes qui est important puis qui peut faire une différence. Mais vous savez, ce qui est important aussi, c'est de bien outiller nos médecins de famille. Parce qu'il ne faut pas penser que toutes les personnes qui vieillissent au Québec ont nécessairement besoin d'un gériatre. Quand on arrive à une spécialité, vous le savez, c'est parce qu'on a différentes problématiques qui sont difficilement, qui demandent une intervention beaucoup plus spécialisée. Alors, les gériatres répondants, il y en a. On fait des interventions avec les universités pour continuer d'améliorer le curriculum académique, mais aussi s'assurer éventuellement que les universités considèrent, dans leur répartition des différentes formations, qu'il y a une proportion de plus en plus élevée pour les gériatres. Mais c'est un travail qu'on doit faire donc avec les universités qui est déjà enclenché. L'Association des gériatres, d'ailleurs, travaille aussi à pousser cette idée-là dans le contexte du vieillissement de la population, d'avoir un ratio de gériatres un peu plus élevé. Mais en même temps, ce qui est le plus important, c'est qu'on puisse renforcer nos équipes GMF. Dans la politique Alzheimer, c'est 8 millions de dollars qui a été annoncé il y a plus d'un an. Cet argent-là est en déploiement au moment où on se parle. Donc, cette politique visait aussi à renforcer les équipes GMF avec le plan Alzheimer. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le 8 millions de dollars, cela permettait d'ajouter des infirmières pivots, spécifiquement pour les personnes âgées qui viennent en GMF, parce que c'est une approche qui est différente, c'est un contexte qui est différent. Ajouter des pharmaciens, des travailleurs sociaux et des psychologues. Le 8 millions de dollars servait à ça et à renforcer notamment la mission et le mandat de Société Alzheimer, qui font un travail partout au Québec. Il y a des sociétés Alzheimer dans toutes les régions du Québec. Notamment, là, c'est pour le volet proche aidant, parce qu'on sait, quelqu'un qui a un diagnostic de trouble neurocognitif, ça peut être très difficile pour les proches aussi. Pour la personne elle-même, on va parler des personnes qui ont eux-mêmes le diagnostic, mais pour les proches aussi. Alors, Société Alzheimer qui a augmenté le répit, les courts séjours. Alors, donc, c'était ça l'objectif, puis naturellement, continuer de miser via d'autres fonds sur la recherche. OK? Et donc, sur les nouvelles molécules, les médicaments, etc. Mais ça, c'est pas dans le 8 millions, c'est plus dans les budgets de recherche au niveau des centres de recherche. Alors, on est à la bonne place, mais il faut renforcer nos équipes médicales. Puis il y a des très belles initiatives qui se passent un peu partout au Québec. Alors, donc, j'invite mes collègues, on pourra leur donner aussi l'information. Il y a des GMF qui ont vraiment développé une spécialité particulière par rapport à ça. C'est un modèle qu'on veut continuer dans la politique, mais c'est en cours actuellement. Le plan Alzheimer, il est en déploiement. Concernant le chèque emploi-service, dans la politique nationale de soutien à domicile, vous le savez, on a transformé le chèque emploi-service qui était loin d'être optimal. Il devait être révisé complètement. C'est ce qu'on a fait. On a changé l'appellation. On l'a appelé allocation d'aide à domicile. C'est une modalité, c'est un programme de plus à la disposition des personnes qui reçoivent du soutien à domicile, soit eux-mêmes ou leurs proches aidants qui s'occupent souvent de ces personnes-là. Alors, tantôt, j'ai eu l'occasion de mentionner qu'il y avait le crédit d'impôt pour le soutien aux aînés. Ça, c'est pour tous les aînés du Québec, 2 000 $ par année pour les aînés à faible revenu ou selon leur revenu. Il y a une gradation. Mais 2 000 pour les 70 ans et plus. Crédit d'impôt pour le maintien à domicile. Crédit d'impôt pour les proches aidants qu'on a doublé. Il ne faut pas oublier qu'on a doublé le crédit d'impôt pour les proches aidants. Votre question, c'est est-ce qu'un proche aidant pourrait être rémunéré via l'allocation d'aide à domicile et en plus avoir le crédit d'impôt pour proche aidant? Alors, là, il faut vraiment que ça soit évalué en fonction du revenu, de la situation de la personne. Puis je vais vous dire, c'est pas tous les proches aidants qui vont vouloir avoir ce crédit d'impôt. Il y en a qui veulent continuer à travailler, ils ont leur vie personnelle, professionnelle, mais ils vont pouvoir avoir ce crédit d'impôt dans certains cas.
s'ils demeurent avec la personne, ils vont pouvoir soit utiliser l'allocation d'aide à domicile. Alors, c'est quand même, il faut que les proches aidants qui utilisent ce nouveau programme qu'on appelle maintenant allocation d'aide à domicile, il faut qu'ils se qualifient comme s'ils étaient un travailleur. C'est ça l'objectif. Je veux aussi quand même mentionner qu'on a monté le taux horaire, ce qui n'avait pas été fait depuis très, très longtemps. Donc, dans cette allocation, on a révisé les processus, on a révisé les façons de faire, puis on a augmenté le taux horaire pour les personnes qui sont... Merci beaucoup, Madame la ministre.